content d'accueillir pour une nouvelle émission d'une heure de vérité Xavier Moreau. Xavier Moreau qui fait cet enregistrement avec nous de Moscou. Je rappelle que Xavier Moreau est le directeur de Stratpol, qui est un outil d'analyse politico-stratégique, que Xavier Moreau est un ancien de Saint-Cyr, un ancien officier parachutiste, qu'il est français, mais qu'il vit la plupart de l'année à Moscou. C'est bien ça, ou en Russie de façon générale? À Moscou maintenant, oui. J'ai vécu un peu en région à Oulianovsk il y a une dizaine d'années, mais maintenant, non, c'est Moscou. Et Xavier, vous revenez quand même régulièrement en France, donc vous êtes encore imprégné malgré tout de la vie française également. Oui, tout à fait. De toute manière, j'ai effectivement j'ai la double citoyenneté, hein, russe et française, mais de cœur, je suis français à 100%, même à 200%, je peux dire. Alors mes enfants qui sont des métis franco-slaves, ce sera à eux de choisir à quelle part ils donneront plus d'importance. Mais en ce qui me concerne, je reste français plus que jamais, surtout en ce moment où bien je contemple avec souffrance ce qui se passe dans mon cher pays. Alors Xavier, avec vous, l'objectif durant cette émission, c'est de voir un petit peu l'actualité à partir d'un regard russe, c'est-à-dire l'actualité du monde occidental, mais justement comment cette actualité est-elle perçue en Russie, et puis aussi de voir des éléments spécifiques à la vie actuelle en Russie. Justement, le premier sujet que je voulais voir avec vous, c'est le Covid-19, sujet mondial, sujet planétaire. Comment est-ce actuellement vécu en Russie? Comment est-ce vécu à Moscou? Et puis, comment est-ce vu de Moscou, ou de Russie, disons, au niveau de ce qui se passe en Europe et dans le reste du monde? Est-ce que la Russie est également touchée par les prémices de ce qu'on nous dit être une seconde vague? Est-ce que l'obligation du masque est quelque chose qui est également connu en Russie? Est-ce qu'il y a en Russie également, autour du coronavirus, un élément de pré-totalitarisme? Voilà. Comment est-ce perçu tout cela dans l'endroit où vous êtes? À Moscou, que dit-on du coronavirus? Alors, je pense que pour parler du coronavirus en général et en Russie en particulier, il faut le prendre sous trois aspects. L'aspect sanitaire, l'aspect économique et l'aspect politique. Du point de vue sanitaire, on peut dire que la Russie s'en est très bien sortie. Quelques chiffres, puisqu'on est à aujourd'hui de moins de 14 000 morts, hein, c'est-à-dire moins de 2 fois le nombre de morts français avec une population 2 fois supérieure. Donc c'est un résultat. Il y a beaucoup de cas, mais c'est parce que la Russie dépiste énormément. Je crois qu'ils sont deuxième derrière les États-Unis. On doit en être à 28 millions de tests effectués, et ce dès le début. Donc la Russie avait une stratégie qui consistait à dépister massivement et à soigner le plus tôt possible, y compris, comme j'ai pris une interview justement d'un jeune Français soigné, y compris avec de l'hydroxychloroquine. J'allais justement vous demander, voilà. L'hydroxychloroquine n'est pas bannie en Russie. Non, alors récemment il y a le glavnepulmologue, c'est-à-dire le spécialiste d'infection pulmonaire, donc qui fait partie d'une agence sanitaire russe, qui a dit qu'il serait peut-être retiré, mais ça il faut le voir, pas interdit, mais retiré de la liste des produits recommandés. Mais il faut remettre ça dans le contexte, c'est que la Russie a son médicament maintenant, qui est spécialement dédié à partir d'un médicament japonais. Ils ont développé leur propre médicament, et donc peut-être qu'ils veulent le mettre en avant par rapport à l'hydroxychloroquine. Cela dit, il n'y aura pas d'interdiction de l'hydroxychloroquine. Et de toute manière, aujourd'hui, le nombre de cas graves, c'est-à-dire qui nécessitent d'être soignés, est en forte diminution. Et encore une fois, s'il y a toujours une augmentation tout à fait relative d'ailleurs du nombre de cas, c'est parce que la Russie dépiste énormément. La moitié de ces cas, c'est des cas totalement asymptomatiques. Et les autres cas, c'est des cas qui souvent ne nécessitent pas d'hospitalisation. Et les hôpitaux qui avaient été, comme en France, mobilisés pour recevoir justement les personnes affectées reviennent peu à peu à leur destination initiale. Donc, on est dans une disparition progressive de l'épidémie.
Et aujourd'hui, la plupart donc des spécialistes disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague, y compris ceux qui étaient les panicards du début. Et c'est là-dessus que je pense qu'il est intéressant de faire une petite analyse donc typiquement russe. C'est que la Russie a approché l'épidémie avec beaucoup de professionnalisme. Pourquoi? Parce qu'elle a ce qu'elle appelle elle-même un système de sécurité biologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est apparu pendant la guerre froide, sur laquelle tous les pays d'ailleurs communistes ont copié, notamment la Chine, notamment Cuba, notamment des tas de pays, soit anciens communistes, soit je ne sais plus si vraiment la Chine est communiste. Et donc en fait c'est un système qui consiste à, dans une vision même de guerre bactériologique potentielle, de mettre tous les moyens en place pour protéger justement le pays d'une attaque délibérée ou non biologique. Et ce qui fait que dès la fin du mois de décembre, les Russes ont été au courant de l'apparition de cette nouvelle souche, ou plutôt de la déclinaison une nouvelle déclinaison du Covid, puisque c'est pas le premier. Et donc il y a eu des échanges, y compris une équipe qui a été envoyée en Chine avec le meilleur spécialiste russe qui s'appelle le professeur Mikhail Shelkanov. Et donc rapidement ils ont compris le potentiel gravité du virus et ils ont fermé les frontières avec la Chine. Donc fin janvier. Ce qui veut dire que le virus n'est pas arrivé fin janvier par la Chine, il est arrivé en mars, peut-être fin février, d'Europe. Parce que justement, les Européens, eux, n'ont pas de système de sécurité biologique et donc il n'y a pas tous ces signaux d'alerte qui auraient permis justement de retarder en tout cas l'arrivée du virus et de gagner un mois. Donc en gros, les Russes, grâce à ça, ont gagné un mois. Et l'approche pendant tout le mois de mars a été extrêmement sereine. Sur le masque, on expliquait que, en fait, le masque sert à protéger les gens qui sont malades, de protéger les autres, pas ceux qui sont malades, mais de ceux qui sont malades, voilà, etc. Que de toute manière, quand vous n'êtes pas dans un milieu à risque, c'est pas la peine d'en porter, etc. Tous ces discours-là étaient tenus. On relativisait la mortalité, la transmissibilité, avec des chiffres qui ont été donnés dès le mois de mars, notamment par le professeur Mikhail Shelkanov, qui ont été confirmés par la suite, c'est-à-dire en fait le Covid est très peu létal et ne se transmet finalement pas plus qu'une maladie avec c'est pas la rougeole, voilà, par exemple. Donc moi je suis pas épidémiologiste, je répète ce que j'ai lu des meilleurs spécialistes russes sur la question. Donc on est au mois de mars et là la sérénité absolue. Je rentre de France, donc d'une zone contaminée. Je suis astreint à 14 jours de quarantaine, ce que je trouve normal d'ailleurs, puisque j'arrivais d'une zone où l'épidémie était hors de contrôle. En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Et jusqu'à fin mars, on est plutôt serein. À la fin du mois de mars, Poutine dit on met tout le monde en vacances une semaine et on regarde ce que ça donne. Pendant cette semaine, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a toujours pas de mort, quasiment. Il n'y a pas d'augmentation drastique du nombre de cas dans l'absolu. Mais il y a une augmentation, on va dire, par exemple, on est passé un jour de 100 cas à 160 cas pour toute la Russie. Au début, toute la Russie, c'est essentiellement Moscou, 15 millions d'habitants. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer, mais à ce moment-là, notamment dans la gauche, donc ce qui s'appelle ici, comme aux États-Unis, je répète souvent, libéral, c'est les liberals aux États-Unis. Chez nous, ça se traduit par gauchiste. Donc, il y a le milieu gauchiste moscovite, notamment un de leurs leaders économiques qui est professeur à Sciences Po, qui s'appelle Gouriev, et qui dit on a eu 30% d'augmentation, ça va être comme ça tous les jours pendant 2 mois, et donc on va finir avec des milliers de morts, les médecins vont être obligés de choisir ceux qui vont sauver. Enfin, un discours alarmiste qui a pris discours aussi, voilà, les projections délirantes mathématiques de Ferguson, voilà, tout ça repris dans un milieu. Alors moi, j'y vois d'ailleurs une volonté de faire en sorte d'affaiblir la Russie, de la faire dépenser ses réserves, mais ça on en parlera dans la partie économique. Et donc à ce moment-là, le maire de Moscou, donc qui a fait partie de ces panicards du mois de mars, et qui avait été auparavant nommé le 16 mars, il est nommé à la tête du comité de lutte contre le coronavirus. Et donc c'est lui qui va donner le là pour la manière dont on va gérer le coronavirus, c'est-à-dire le confinement strict. Et là, on a basculé dans quelque chose d'orwellien,
Et donc là, on va passer de l'aspect sanitaire à l'aspect politico-économique. Juste un dernier point pour en finir avec le système sanitaire. Vladimir Poutine, comme à son habitude, a su utiliser la crise pour faire un bond qualitatif dans le domaine des infrastructures médicales. Et ça, c'est typique, si on veut tirer des leçons en général, c'est typique de ce qu'a fait Vladimir Poutine. Quand, par exemple, il y a eu les Jeux Olympiques de Sotchi, ont permis de construire Sotchi, en fait, de ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, il faut aller voir, j'étais pour le sommet Russe-Afrique, c'est impressionnant. Et donc, en fait, on prend un objectif clair, c'est-à-dire, il faut construire quelque chose d'extraordinaire qui n'était construit nulle part pour les Jeux Olympiques de Sotchi, et du coup, on développe une région entière, en l'occurrence le Caucase. La même chose a eu lieu pour la Coupe du Monde de football. On a construit des aéroports dans toutes les grandes villes de Russie, des aéroports ultramodernes, etc. Et là, le Covid a été utilisé pour construire 16 hôpitaux dans toute la Russie, dédiés particulièrement à tout ce qui est infectiologie. Et ça a marché. Une bonne partie a été construite par l'armée russe. Et à Moscou, on a construit un immense centre, qui aujourd'hui est vide d'ailleurs, parce que encore une fois, pour vous dire, Moscou avait à son maximum 40 000 lits de disponibles, et au pire moment de l'épidémie, il y a eu 18 000 lits occupés. Donc voilà. Donc il y a eu je dis pas que c'était partout parfait dans toute la Russie. Il y a des régions où ça s'est moins bien passé. Ça se voit d'ailleurs au nombre de morts. Ça s'est moins bien passé finalement proportionnellement à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou, mais globalement c'est un succès. Enfin, quand on compare à d'autres pays, on compare à New York. Justement, un élément de comparaison que j'aurais souhaité, les EHPAD, par exemple, l'équivalent des EHPAD en Russie, est-ce qu'ils ont été également frappés comme cela a été le cas en France, ou bien est-ce que la politique menée en Russie a été plus soucieuse de préserver les personnes âgées en choisissant de ne pas leur prescrire le fameux Rivotril qui, en France, a plutôt décimé ceux qu'on prétendait protéger que de les sauver du coronavirus? Ah ouais, non, on n'a pas eu du tout ce genre de choses. Déjà parce qu'il n'y a pas d'idéologie dans le traitement du Covid en Russie. Il y a des gens qui ont eu peur, qui ont surévalué la menace sanitaire. C'est peut-être lié à leur âge aussi. Ils se sont sentis sans doute vulnérables puisqu'ils avaient dépassé la soixantaine. Peut-être, il y a des tas d'explications, à mon avis, à la fois psychologiques et puis en même temps le fait de voir de bons chiffres. Le maire de Moscou est habitué à avoir une capitale qui est au top des capitales internationales. Enfin, il suffit de venir ici pour voir le niveau de modernité, de propreté, d'organisation. C'est la grande capitale européenne du moment, à mon avis, vous voyez. Et 15 millions d'habitants, c'est 2 fois plus que New York, je crois. Et quand on voit les résultats du point de vue sanitaire, comme on dit, il y a pas photo. Donc, de toute manière, le principe en Russie, c'est dès que vous sentiez que vous aviez les symptômes, vous appeliez et on vous envoyait une équipe pour vous soigner. Tout totalement gratuitement, y compris pour les étrangers. Je renvoie sur la vidéo que j'ai fait où j'interviewe le jeune Français, où il a même pas payé comment ça s'appelle, l'ambulance pour l'amener à l'hôpital. Il était totalement soigné gratuitement. Voilà, puisque il avait été décidé par décret que pour que les gens n'hésitent pas à se soigner, eh bien tout ça fait gratuitement. Et si vous appeliez en disant j'ai de la fièvre, je dis cela, on vous envoyait un médecin. Le médecin estimait si vous deviez être hospitalisé ou pas. Si c'était le cas, vous étiez emmené à l'hôpital. Et tout de suite, par exemple, dans ce cas du français, il était soigné à l'hydroxychloroquine immédiatement. Et azithromycine, ce que j'appelle le cocktail Raoul, qui est en fait un cocktail chinois. Hein. D'ailleurs, les Russes l'ont récupéré comme Raoul de Chine. Ce qui fait que si vous aviez des personnes âgées dans les maisons de retraite qui étaient touchées, soit elles étaient soignées sur place, soit elles étaient hospitalisées. De toute manière, dès qu'il y avait un foyer d'infection, aussitôt il était isolé. Tous les gens avec qui vous étiez en contact étaient testés. Ça a été, j'avais fait dans ma première vidéo sur Stratpol, j'avais fait exprès référence à la dernière grande épidémie de variole en Russie, décembre 59, en Union soviétique, décembre 59, janvier 60. Où là, pareil, tout un système s'était mis en branle, hyper centralisé, hyper efficace. Et c'est aussi pour ça aussi que c'est un peu dans la culture russe de surréagir dès qu'il y a une menace infectieuse. Et il faut voir aussi, par exemple, le principe de quarantaine. Nous, quand il y a eu la quarantaine ou l'auto-isolement, notamment la fermeture des écoles pour le coronavirus, on devait être à la 4e quarantaine depuis le mois de décembre.
mais à cause de la grippe, à cause de l'alerte à la bombe, c'est-à-dire que les Russes, dès qu'il y a un risque, bim, tout le monde à la maison, plus personne ne sort, c'est assez pénible, hein, pour un latin comme moi, c'est assez pénible, mais cela dit, il faut voir que c'est assez dans le système de fonctionnement russe. Donc de ce point de vue-là, c'est une contrainte acceptée par la population. Alors une contrainte qui a été acceptée au début, et là on en arrive justement au traitement politique. Je vais passer au traitement politique et je finirai par le traitement économique. Donc voilà, en gros pour le sanitaire, c'est un succès. Voilà, en gros le bilan est là. Encore une fois, aujourd'hui il y a moins de 14 000 morts. La plupart des cas sont... Et pas de reprise de l'épidémie. Non. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui avaient paniqué au mois de mars, notamment le maire de Moscou, là, a répété à plusieurs reprises qu'on n'attendait pas de deuxième vague, qu'il n'y aurait pas de retour au confinement. Donc là, au contraire, on essaie plutôt de rassurer les agents économiques. La dernière chose qui reste à réouvrir, c'est les cinémas, et au 1er août, ça va réouvrir. Donc, en gros, là, à Moscou, tout fonctionne comme avant. Vous pouvez aller au restaurant. Alors effectivement, les masques sont obligatoires dans le métro, dans les lieux publics, et les gens ne les portent pas. 90% des Russes ne les portent pas parce que le bon sens russe l'emporte. Surtout qu'il faut voir une chose, c'est que au mois de mars, on expliquait à juste titre que le masque, encore une fois, devait être porté par les gens qui étaient malades. Ou alors, si vous étiez dans un milieu, vous risquiez de l'attraper. Et tout d'un coup, alors moi j'ai ma petite idée, je pense qu'on est un peu comme en France, c'est-à-dire que comme il n'y aura pas de deuxième vague, il va falloir expliquer aux Russes pourquoi on a détruit des pans entiers de l'économie, alors que finalement c'était pas nécessaire dans la mesure où, contrairement à la France, la Russie avait un système de santé qui lui permettait, je vous dis, à Moscou qui a été la ville principalement touchée, il y avait 40 000 lits de disponibles et 18 000 occupés au pire moment. C'est-à-dire que la Russie avait les moyens d'avoir une approche tout à fait sereine de l'épidémie. Et la voie on va dire des paniquards a été suivie. Voilà. Donc je pense que le masque aussi un moyen de rappeler aux Russes que oui d'accord, il n'y aura pas de deuxième vague. Finalement, c'était pas si grave. Il y a eu moins de 15 000 morts, mais globalement c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut mettre un masque. À mon avis, c'est ça. Et de toute manière, ce qui est aussi assez lunaire, c'est que au même moment, on dit aux gens de mettre le masque. Les Russes savent très bien que le masque est dangereux, notamment pour les personnes âgées qui respirent leur gaz carbonique, etc. Donc, non seulement d'un côté, on disait de mettre le masque, mais en même temps, dans l'émission, par exemple, la chaîne de télé Russia 24, il y avait une émission animée par des médecins où ils expliquaient qu'il fallait pas le mettre aux nourrissons parce que on commençait à avoir des cas comme ça, que c'était plus la peine de le mettre dehors, et que de toute manière, alors quand on utilisait les gants, voilà, il fallait les retirer comme ci, comme ça, les mettre dans un sac dédié, pas les jeter avec la poubelle, et puis le masque faut le changer tous les 2 heures, et en fait, tous les Russes qui ont un masque dans la poche, moi j'ai le même depuis 2 mois, et je le mets quand vraiment je suis obligé de le mettre parce que sinon j'ai pas le droit de prendre le métro. Et donc ce que je veux dire c'est que il y a une cacophonie, il y a toujours une cacophonie sur justement sur ce port du masque, etc. Mais globalement, par rapport à ce que je vois en France, alors ce que je vois d'ici, hein, bien sûr, y compris même comment ils ont même fermé les parcs, je ne pouvais plus aller courir dans le parc à côté de chez moi, mais globalement, les gens ont trouvé un trou et quand même aller courir, aller se promener. Le bon sens leur faisait prendre compte que c'était stupide de forcer les gens à mettre un masque dans un parc ou de leur interdire de courir ou de se promener en famille. Mais en revanche, ils allaient pas faire des grillades. Il y a dans les parcs russes, il y a des endroits où on peut aller faire des grillades. C'est très sympathique. 0 insécurité, je vous recommande. C'est une belle ville européenne, encore une fois. Et donc les gens, en revanche, ne s'aggloméraient pas. C'est le bon sens qui c'est le bon sens, voilà, le bon sens. Et aussi autre chose qui a fait que sanitairement les Russes, à mon avis, s'en sont mieux sortis qu'ailleurs, c'est que des choses toutes bêtes, comme se laver les mains, retirer ses chaussures en rentrant, augmenter l'immunité par des douches froides, etc. Ça, c'est dans la culture russe. Le banya, le fameux sauna, vous finissez avec Novak. Donc il y a des tas de choses que les Russes font, qu'ils sont habitués, et c'est un peu placé hygiéniste. Moi, je le vois, les enfants sont à l'école publique russe. Alors l'école publique russe, c'est mieux que l'école catholique sous contrat français, hein, au niveau de la rigueur, je veux dire. Et on y apprend à lire, à écrire et pas à mettre de préservatif. Donc vous pouvez mettre votre enfant en toute sérénité. Mais par exemple, l'éducation qui est faite sur le fait de se laver les mains, etc. Donc je pense que pour des tas de raisons, culturellement, la Russie était mieux préparée, la population s'était mieux préparée à combattre ce virus. Voilà. Si j'entends la description que vous nous faites de la situation actuelle en Russie, nous sommes fin juillet,
eh bien, finalement, les autorités, la police russe, les forces de l'ordre russes sont beaucoup moins répressives à l'égard de ceux qui ne portent pas le masque que ne le sont les forces de l'ordre françaises ou européennes au sens large. Aujourd'hui, en Europe, si on ne porte pas le masque dans un métro, dans un commerce, sur le marché, on se fait verbaliser, on est beaucoup plus facilement ennuyé par la police lorsqu'on est un simple Français qui a oublié son masque sur le marché que si l'on est un trafiquant, un dealer, un agresseur. Donc c'est quand même assez paradoxal. On nous fait un portrait terrible de la dictature russe ici en Occident, en Europe de l'Ouest. Et puis finalement, vous nous dites que le russe est beaucoup plus libre que ne l'est le français. Ah, écoutez, alors, il y a eu des gens qui sont fait, comme on dit ici, straffer parce qu'ils sont promenés, ils apparaissent se promener, etc. Ils le montraient beaucoup à la télé, mais moi, par exemple, je suis allé courir clandestinement. J'espère que les autorités russes ne voient pas ce que je suis en train de dire. Je suis allé courir clandestinement dans le parc à côté de chez moi. J'ai croisé 2 fois des policiers. La première fois, ils ont même pas prêté attention à moi. Et la deuxième fois, ils m'ont demandé si j'habitais loin. Je dis non, j'habite à côté. Ils me disent bon, très bien, allez-y. Et c'est pareil, il y avait des gens qui se prenaient. En fait, et ça aussi, alors c'est quelque chose que j'ai déploré. Et je dirais, c'est l'approche politique. C'était dans un moment où Vladimir Poutine s'adressait à la nation russe. Allait leur demander de prendre un référendum qui est fondamental dans la Russie post-Poutine sur des questions très sérieuses, notamment la famille, etc., la souveraineté, etc., donc des choses qui nous tiennent nous à cœur. Et donc d'un côté, pour la première fois, on s'adressait aux Russes comme à des adultes, et en même temps, tout d'un coup, on a retrouvé un discours. Alors, il trouvait que, en plus, je lisais l'histoire de la Révolution russe, comme on a du temps avec le confinement de pavé là de l'américain Donetsk, je crois. Et justement, ce décalage entre les élites impériales, donc très méprisantes, qui avaient une vision du peuple très théorique, mais finalement qui ne s'y intéressaient pas réellement. Et ça, on avait également ça chez les élites bolcheviques ou les élites communistes, c'est-à-dire que le russe ne comprend qu'en quand on lui en met la tête la tête par terre, etc. Et ça, y compris dans le discours du maire de Moscou, il y avait des moments extrêmement méprisants vis-à-vis du peuple russe. Et notamment que quand il estimait que les Russes ne suivaient pas assez on appelle ici ограничения, les limites donc de circulation, etc. Il disait si c'est comme ça, je vais en mettre plus. Alors, on savait plus si c'était les limites, parce que en fait, pour punir les Russes de ne pas respecter les limites, ou si c'est parce que c'était une nécessité sanitaire. Donc il y a tout je dirais un retour un peu à ce mépris à la fois impérial de l'aristocratie russe dégénérée, pré-révolutionnaire, et en même temps ce mépris bolchevique comment s'appelle, de l'avant-garde éclairée léniniste. On en avait parlé à l'occasion, mais le mépris de Lénine pour le peuple russe, vraiment, il faut affamer pour qu'ils comprennent qu'il faut faire attention, etc. C'est quelque chose. Et donc j'ai retrouvé ça a été très désagréable. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Voilà, du genre, pour que les Russes en gros se lavent les mains, il faut les obliger à porter un masque dans les parcs. C'est ça. Et ça, c'était idiot parce que, encore une fois, même quand les Russes enfreignaient la loi parce que quand vous avez une famille, quand vous avez 3 enfants, 4 enfants, il n'y en a pas beaucoup malheureusement ici, mais 2 ou 3 enfants, il faut qu'ils sortent dans la rue. Voilà, sinon, ça devient impossible. Et donc, tout ça, j'ai trouvé ça un peu, et il y a aussi autre chose qui m'a agacé. C'est un mauvais aspect d'un très bon aspect de la ville de Moscou, c'est la numérisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous réglez tous vos problèmes administratifs avec une application à Moscou. C'est-à-dire vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous payez vos impôts, etc. Grâce à votre téléphone, c'est très pratique et vraiment c'est très bien fait. Vous pouvez prendre le métro avec votre téléphone, vous faites tout avec votre téléphone. Et comme ils pouvaient le faire, ils nous ont fait un QR code pour nous autoriser à nous déplacer. Et ça, si vous voulez, on a vraiment eu l'impression que on le fait parce qu'on peut le faire. Et encore une fois, donc ce que je regrette donc dans le traitement politique de cette épidémie, c'est d'un côté de demander aux Russes de se prononcer sur des enjeux aussi importants que celui du référendum, et en même temps les traiter comme des enfants. Si on parle de ce qu'a fait l'Allemagne, Angela Merkel ou la Suède, où ils ont parlé aux gens comme à des adultes.
Eh bien, voilà, je trouve ça, voilà, moi qui suis un turiféraire de Vladimir Poutine et de la Russie, j'ai trouvé ce passage-là dommage, d'autant plus que ça aurait pu être parfait. Cette gestion politique a eu des conséquences économiques. Donc les conséquences économiques pour la Russie, elles sont doubles. Il y a d'une part la baisse du prix des hydrocarbures, et d'autre part, il y a eu une destruction de pans entiers de l'économie, notamment tout ce qui est restauration, hôtellerie, etc., etc. Alors, rapidement sur la question de la baisse des hydrocarbures, la Russie s'en sort très bien. J'avais publié sur la question au mois de mars, justement, où là, j'avais appelé ça la guerre du pétrole aura-t-elle lieu? Donc, elle a eu lieu, comme la guerre de Troie. Et en fait, j'avais dit, voilà, il y a 3 pays qui s'affrontent. L'Arabie Saoudite qui a besoin d'un pétrole élevé parce qu'elle a une économie de redistribution et que c'est comme ça qu'elle tient le pays. Les États-Unis ont besoin d'un prix du pétrole élevé parce que eux, le pétrole de schiste et le gaz de schiste qui est lié ne sont pas rentables en dessous de $50, en gros le baril. L'Arabie Saoudite pour son système c'est $80 et la Russie a besoin d'un pétrole à aujourd'hui $43. Le budget est fait pour $40 et avec la dévaluation on peut faire un peu moins, sachant qu'évidemment il y a une baisse de la production donc il y a moins de ventes donc voilà. Donc en gros il y avait une compétition entre ces 3 pays. Et ce que j'avais pressenti, j'étais pas le seul, est arrivé, c'est-à-dire que il y a eu un accord, à mon avis, tacite entre l'Arabie Saoudite et la Russie pour maintenir les prix bas, au-delà du seuil de douleur où le pétrole de schiste américain ne supporte pas. Voilà. Et donc, qui dit pétrole dit gaz de schiste, parce que en fait, le gaz de schiste est une énorme bulle qui n'a jamais été rentable. Le pétrole de schiste, les huiles de schiste sont rentables à $50, voilà. Et en fait, on a assisté à un effondrement de la production de schiste aux États-Unis, sachant l'énorme bulle qui va tout ou tard exploser derrière. Ça va être très grave. Et là, on voit un jeu entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui se mettent d'accord pour maintenir justement le pétrole au seuil de douleur américain, là où ils ont mal en fait, pour pas qu'ils reprennent la production trop fort, donc qui est autour de $40. Parce que là, si vous regardez les derniers chiffres, à 43, le pétrole était à 43, 45. Là, aussitôt, ça repart. Donc là, à ce moment-là, il faut rebaisser pour que de nouveau la production soit. Et on a assisté à des choses. Là, il faudrait rentrer vraiment dans le détail, mais par exemple, pour ne pas arrêter la production, eh bien, le pétrole était stocké dans les tuyaux, dans les pipelines et dans les supertankers. Donc on est arrivé à des situations totalement absurdes où certains producteurs payaient pour qu'on leur achète le pétrole, c'est-à-dire que parce qu'il n'y avait plus d'endroit où stocker. Donc là, on est passé un moment qui, à mon avis, pour consolider la position russe, notamment parce que la Russie distribue énormément, a été une excellente chose pour la Russie, d'autant plus que la Russie encore une fois, avait prévu un budget où la moyenne sur l'année devait être un pétrole à $40. Il y a plus de 600 milliards de dollars de réserves de change au sein de la Banque centrale, et il y a un fonds de ce qu'on appelle le fonds de bien-être national, donc justement qui prend tout ce qui est au-dessus de $40 les années précédentes, donc qui est à hauteur de 125, 150 milliards de dollars, je crois. Et donc qui va être utilisé soit pour compenser le budget, la perte de budget par rapport ce qu'a rapportent d'habitude les hydrocarbures, soit pour développer toute une gamme d'aides pour les entreprises, pour les aider à repartir. Et puisque là on passe donc dans la partie dure, en revanche, de cette crise, c'est que par la fermeture des restaurants, etc., il y a eu des pans entiers, notamment à Moscou, de l'économie qui sont effondrés. Ça faut le dire. Et la note va être salée. Alors la Russie peut la payer cette fois. Enfin, je ne faudra pas recommencer. Il ne faudra pas que le Covid-20, le Covid-21, on nous fasse le même coup chaque année. Mais là, je pense que les élites russes ont compris, notamment le Premier ministre Mishustin. Là, c'est pas moi qui vais le dire, mais il trouve qu'il y a un classement qui vient d'être publié par Morgan Stanley. Donc là-dessus, on ne va pas accuser Morgan Stanley de poutinisme intégral. Des 3 pays qui vont rebondir le mieux après le Covid. Donc vous avez en tête l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que gros potentiel industriel, centralisé dans ce qu'il faut, décentralisé dans ce qu'il faut, gestion lucide et au joystick du coronavirus.
En deuxième position, Taïwan, parce que semi-conducteur, position unique dans certains aspects économiques, etc. Voilà. Et la Russie, parce que justement, la Russie, grâce aux sanctions, ça faut le dire aussi, c'est l'analyse de Morgan Stanley, grâce aux sanctions, c'est construit une forteresse économique qui lui permet d'être indépendant en fait, des fluctuations internationales et de venir à l'aide de sa propre économie avec ses propres ressources. Et si même demain la Russie met des bons du trésor russe sur les marchés, on va se les arracher comme des petits pains, comme d'habitude. Et je soulignerai d'ailleurs que ces trois modèles économiques sont ce que j'appelle les modèles nationaux capitalistes. C'est-à-dire que les trois économies qui sont citées par Morgan Stanley, ce sont des économies qui sont fondées sur la production et pas sur la consommation, et sur sur la haute technologie et sur le fait de privilégier les intérêts nationaux, que ce soit Taïwan, que ce soit l'économie allemande ou l'économie russe, sur toute considération idéologique. Et c'est vraiment la victoire de ce modèle-là face au modèle socialiste à la française, qui consiste à faire survivre le socialisme et le parti unique en endettant les 5, 6, 7, 8, 10 prochaines générations, voilà, tant qu'on peut poser la c'est pas moi une fois qu'il le dit, c'est Morgan Stanley. Donc, il y a des pans entiers de l'économie russe où ça va être très dur, notamment toute cette partie restauration, mais qui tire une bonne partie de l'économie aussi. Il y a des nouvelles pratiques, mais ça, c'est pas typiquement russe qui sont apparues, c'est-à-dire beaucoup de livraisons. Donc, il y a toute une économie de la livraison qui est en train de se mettre en place. Et paradoxalement, un boom touristique interne. C'est-à-dire que les Russes, d'habitude, partent en vacances dans pardon pour l'anglicisme, mais je vis dans un monde les resorts, les sanatoriums, en Turquie, en Grèce, en France, partout. Et ben là, en fait, comme on ne sait pas trop à quelle source il y a même s'il y a des circulations autorisées, les gens ont peur d'être coincés à cause des quarantaines, etc., etc. Et tous les hôtels russes sont blindés. Alors, blindé. Et puis la Crimée, tout est blindé comme jamais par une clientèle russe. Donc paradoxalement, le Covid va permettre un développement les Russes vont découvrir leur propre territoire, eux qui ont pris souvent des habitudes depuis une quinzaine d'années, 20 ans, d'aller en Turquie, voilà. Alors les hôtels russes sont donc pleins, mais comment réagit la Russie par rapport à la liste de ces pays dans lesquels le coronavirus referait un bond? On cite Israël, le Maroc, l'Algérie, etc., plusieurs pays d'Amérique latine. Est-ce que la Russie protège ses frontières à ce niveau-là? Est-ce qu'elle empêche l'arrivée de personnes provenant de ces pays dits à risque? Ou est-ce qu'elle se contente simplement de signaler que ces pays sont à risque, comme en France, où on se contente de dire qu'il y a une liste de 16 pays à risque et qu'il faudra tester les gens lorsqu'ils arrivent dans un aéroport français, mais on ne les empêche pas ni d'y aller, ni d'en venir. Alors, en ce qui concerne les mouvements internationaux, ils vont être autorisés à partir également du 1er août. Mais vous êtes tenu, en arrivant, donc que vous soyez russe ou français, soit d'avoir un test que vous avez fait 3 jours avant de rentrer, soit d'en faire un dans les 3 jours qui viennent. Voilà. Sachant qu'en Russie, les tests sont gratuits, vous pouvez également vous inscrire avec votre téléphone. Par exemple, ils proposent de détecter les anticorps et le coronavirus. Donc moi, je me suis inscrit il y a une semaine pour voir aussi comment ça se passait. C'est effectivement un coup de téléphone, l'application de la ville de Moscou. Et alors j'ai ni les anticorps ni le coronavirus. Voilà. Comme quoi, vin rouge charcuterie, ça marche bien. Et alors, Xavier, je voulais aborder un autre point d'actualité avec vous après le coronavirus. C'est la vague Black Lives Matter et le racisme anti-blanc qui en émerge. Est-ce que c'est un sujet abordé en Russie? Est-ce que le sujet est connu? Ou bien est-ce que ça fait partie de l'actualité occidentale que l'on n'aborde pas en Russie? Si ils l'ont abordé parce que c'était dur, vu ce qui se passait aux États-Unis, de ne pas en parler.
Ils en ont peu parlé, par exemple, sur les événements en France, parce que c'était pas significatif, mais il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits sur ce qui se passait aux États-Unis. Et je dirais, mais ça n'a fait que conforter les Russes sur le fait que le modèle occidental n'est pas celui qui leur convient. Ça a donné une image assez lamentable des Noirs. Il faut dire une chose, c'est que les Russes qui d'habitude, en fait, c'est pas un sujet qui les intéresse, les Noirs, dans la mesure où il y en a très peu en Russie. Ceux que vous voyez à Moscou, bien c'est souvent les gens des ambassades ou des étudiants africains. J'en croise parce que je vais à la messe, donc il y a pas mal de Noirs catholiques. Donc voilà, mais enfin, c'est pas significatif l'immigration qu'on voit à Moscou. Elle est pas noire, et quand vous en croisez un, vous voyez, par exemple, j'ai vu une noire dans mon quartier il y a 2-3 jours. Ça m'a suffisamment marqué pour que je m'en rappelle. Donc, vous voyez, il y a pas de, la Russie n'a pas eu de colonie. Elle bénéficie d'une bonne image, déjà parce qu'elle demande pardon à personne. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout du fait que c'est le pays, l'URSS. Elle profite de son héritage. J'avais vu ça, entre parenthèses, au moment du congrès Russie-Afrique. C'est-à-dire que la Russie joue sous 2 canaux. À la fois, on est les héritiers de l'Union soviétique, c'est nous qui avons libéré les peuples opprimés. Et 2, on est une puissance conservatrice. Donc vous, pays africains, qui ne voulait pas d'avortement, de planning familial, qui ne voulait pas que Barack Obama vous impose de stériliser la moitié de vos femmes. Nous vous soutenons, nous n'avons aucune voilà. Donc la Russie joue très bien sur ces 2 tableaux, et donc en fait c'était plutôt d'ailleurs pas c'était pas jubilatoire le fait de voir l'Amérique prise avec ses démons. C'était plutôt un constat. Bon finalement on avait bien raison, Surkov avait bien raison. Comme on l'appelle le doctrinaire du Kremlin, de dire que l'Occident était en bout de course et qu'on n'avait plus rien à en tirer. Donc ça a plutôt conforté les Russes dans l'image qui se faisait. Mais c'est intéressant de parler de l'immigration aussi, parce que là, justement, il y a des choses qui ont été dites, y compris dans notre milieu un peu idiote, sur la question migratoire en Russie, parce que Vladimir Poutine vient de prendre une loi, un décret pour favoriser l'immigration. Mais quand on regarde laquelle, c'est une véritable immigration choisie. Et notamment, par exemple, si jamais vous avez un diplôme d'une université russe et que vous avez travaillé officiellement en Russie pendant 1 an, vous êtes éligible à la citoyenneté. Et j'ai pas mal de jeunes, des amis français, des jeunes nationalistes qui ont venu faire leur diplôme en Russie et qui travaillent. Et bien dans 1 an, ils pourront être citoyens russes. Donc il y a une volonté d'attirer les cerveaux. Et la facilitation donc est faite pour 4 pays de l'ex-Union soviétique: l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et le Kazakhstan. Or, ce sont ces 4 pays où il reste encore de grosses minorités russes, ou des minorités petit-russiennes pour l'Ukraine, qui se sentent russes plus qu'ukrainiennes, on va dire. Et ça vise 2 objectifs. C'est faciliter la migration des élites ukrainiennes, russes, kazakhs, puisque dans ces 2 pays, il y a des persécutions linguistiques sur la langue russe. Et si vous voulez, quand vous êtes un jeune, que vous avez grandi à Kharkov, vous parlez russe. Donc le russe est une langue littéraire, scientifique. Le nombre de publications scientifiques en Russie sont énormes, ce qui n'est pas l'ukrainien, c'est ni littéraire ni scientifique. Donc ça va permettre à tous ces jeunes qui ne peuvent plus être l'avenir de l'Ukraine, puisqu'on les laisse pas étudier dans leur langue, de migrer et de venir étudier en Russie, et bien de participer à la grande aventure nationale russe. Au Kazakhstan, vous avez 20% de la population, un peu plus de 20% de la population qui est russe, 2% qui est ukrainienne. Donc tous ces gens-là aussi, puisque le Kazakhstan a commencé également, entre guillemets, pas des persécutions linguistiques, mais on va dire une purification linguistique, notamment le kazakh qui était écrit en cyrillique, maintenant est écrit en latin. Et tout ça a eu un effet idiot, c'est que d'ailleurs aujourd'hui les nouvelles autorités kazakhes sont en train de revenir dessus, parce que du coup les Russes se partent. Et même les meilleurs kazakhs, il y a beaucoup de médecins kazakhs, notamment en Russie, c'est un peu comme les médecins africains à nous, viennent exercer parce que on est mieux payé, etc. Et encore une fois, les gens veulent parler. C'est comme le Maroc qui a décidé il y a 1 an et demi que la langue scientifique serait le français, parce que l'arabe n'est pas une langue scientifique, il n'y a pas de publication scientifique en arabe. En gros, c'est la même chose. Et donc, vous pouvez faire l'idéologie de la langue de ce que vous voulez.
Vous pouvez le faire quand vous êtes français, anglais ou allemand ou russe, parce que vous publiez dans les travaux scientifiques sont publiés dans votre langue, mais pour les autres, donc ça c'est très habile. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de vider l'Asie centrale des Tadjiks et des Ouzbeks et des Kirghizes, mais au contraire de permettre aux minorités russes de revenir en Russie et de compenser la perte de population jusqu'à 2030, puisqu'aujourd'hui, depuis en gros depuis 2020, pendant 10 ans, la population russe va baisser, alors qu'elle avait augmenté à la fois par le sol naturel et par l'immigration. Le retour des minorités russes les années précédentes, parce que les femmes en âge de procréer sont nées dans les années 90, et donc il y aura forcément, même s'il y a une augmentation du nombre de femmes par enfant, les familles de 3 enfants sont de plus en plus courantes, comme Poutine l'avait dit, la norme c'est 3. Et il y a beaucoup d'aide aux familles, etc. Mais globalement, il y aura quand même la Russie va perdre 1 à 2 millions d'habitants. Donc c'est pas du tout la catastrophe annoncée. C'est pas. Aujourd'hui, il y a 146 millions d'habitants. La Russie sera à 144 millions en 2030. Et à partir de là, la génération Poutine des femmes en âge de procréer va arriver. Donc une population plus nombreuse qui va faire plus d'enfants, donc on va repartir. Voilà, donc il faut compenser par ça, donc soit en augmentant le nombre d'enfants par famille, donc ça, politique, encore une fois, la Russie a des ressources financières, elle le fait, et de faire revenir le maximum de Slaves. Voilà. Pourquoi la Moldavie? Parce qu'il y a des Moldaves, il y a des Russes qui sont là-bas. Pourquoi l'Ukraine? Parce que le sud-est de l'Ukraine est culturellement, linguistiquement, historiquement rattaché à la Russie. Pourquoi la Biélorussie? Et pareil pour la Biélorussie et pareil pour le Kazakhstan. Donc c'est pas du tout une politique migratoire à la française. De toute manière, ici, vous arrivez en Russie, vous n'avez le droit à rien. Hein. Les immigrés, donc les Tadjiks, par exemple, qui sont un peu on parle Tadjiks, c'est l'immigré de base. Un peu. Le boulot qui les attend, c'est de nettoyer les routes. Alors maintenant, il y a les chauffeurs de taxi aussi. Donc voilà, donc c'est pas, il n'y a pas de risque migratoire comme voilà, c'est absolument. J'ai lu ça, j'ai lu quelques considérations dans nos milieux. C'est totalement idiot, c'est totalement absurde. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et notamment quand on regarde d'ailleurs les modifications constitutionnelles de la Russie, c'est au contraire, il y a tout un aspect identitaire où le peuple russe. On va y revenir ultérieurement. Et là, je voulais aussi, c'est peut-être plus anecdotique en termes de nombre, mais si ma mémoire est bonne, la Russie a aussi accueilli des Blancs d'Afrique du Sud qui étaient donc victimes du racisme anti-blanc. Et j'en reviens avec ce racisme anti-blanc. On a l'impression que finalement, la Russie est l'un des rares pays qui a pris conscience de l'existence de ce racisme anti-blanc et qui a pris comme décision d'accueillir les victimes de ce racisme anti-blanc, puisqu'on a vu des familles d'Afrique du Sud être très bien accueillies en Russie. En Crimée, exactement. Donc il y a deux choses. Il faut voir que cette vision lucide de l'Europe, de l'Occident dégénéré, elle date pas d'hier en Russie. Notamment, Vladimir Poutine avait dit dans une conférence, je crois que c'était à Valdaï, il y a 5-6 ans, regardez les pays européens, ils sont devenus les colonies de leur propre colonie. Donc, pour la Russie, pour les Russes, un Français, c'est un blanc. Un Allemand, c'est un blanc. Ce modèle multiracial, puisque grâce au Black Lives Matter, on peut de nouveau parler de race. Donc, ce modèle multiracial qui a été imposé, ce qu'on ne sait jamais dans notre avis, dans les pays occidentaux, les pays d'Europe occidentale, la Russie, c'est pas, ça n'imprègne pas les Russes. Si un Noir dit je suis français, le Russe va dire non, t'es noir, africain, etc. Donc tout ça, pour eux, c'est très lointain, Et d'ailleurs, de toute manière, Paris, par exemple, qui est une ville qui est très prisée toujours par les Russes, il y a toujours un regret quand ils reviennent. Ils me disent souvent Paris, c'est gorod где жили французы. Paris, c'est la vie où vivaient les Français. Donc il y a un regret parce que, l'identité de Paris est liée aussi aux gens qui y habitent. Voilà. Et le Parisien, il y a 1500 ans, c'était un blanc et ça allait rester en gros pendant 1400 ans.
même 1450 ans, je pense, on peut dire. Donc, en gros, les Russes ont conscience de ça, et pour eux, un Français, ça reste un Blanc. Donc, toute cette idéologie multiculturelle ne frappe pas les Russes. Il n'y a pas d'idéologie du métissage. En revanche, et ça aussi, on pourra revenir sur la Constitution, la Russie est reconnue comme un pays multinational. La nationalité, c'est, par exemple, moi, en tant que citoyen russe, je suis citoyen russe de nationalité française. Vous voyez. Donc, vous pouvez être citoyen russe de nationalité russe, citoyen russe de nationalité kazakh, de nationalité tchétchène, de nationalité. C'est les nationales de l'Union soviétique. Donc le sujet de l'ethnie, de la race n'est pas tabou en Russie. Voilà. Mais en revanche, le fait que la Russie et le peuple fondateur de la Russie et de cette société multinationaliste et le peuple russe et que la langue est le russe, c'est dans la Constitution désormais. Et de toute manière, c'est quelque chose qui est clair pour les Russes. Il n'y a pas de, enfin, la question ne se pose pas. Même d'ailleurs dans les années 90, au pire moment, il n'y a pas de remise en cause de l'identité et de la substance de la Russie et de son peuple. Alors, revenons donc maintenant justement à cette nouvelle constitution russe. Xavier, j'aimerais que vous nous la présentiez, bien sûr, à la fois dans ces éléments forts, ce qui pour notamment les auditeurs, les téléspectateurs catholiques et patriotes français va les sensibiliser. Je pense notamment à la défense de la famille, à la défense de l'identité. Et puis éventuellement les points faibles aussi. Dites-nous ce qu'il y aurait qui aurait pu être amélioré et qui ne s'y trouve pas. Je pense que notamment sur la question de l'avortement, vous m'aviez dit que bon, ça aurait pu être mieux que ça, hein, on va pas se cacher. Je suis très exigeant. Et puis d'autre part, j'aimerais que vous en profitiez pour répliquer aux critiques que l'on entend à l'égard de cette constitution en Occident. Parce que c'est évidemment facile ici en France et plus généralement en Europe de l'Ouest de présenter sans cesse la Russie comme un pays qui n'est pas libre et de nous dire que donc cette nouvelle constitution illustre ce manque de liberté, alors qu'en fait on sait très bien que de toute façon en Europe de l'Ouest on vit dans un totalitarisme démocratique, donc la démocratie n'est qu'une apparence et tout ce qui découle du coronavirus nous en a encore donné une démonstration, une illustration plus limpide d'un monde orwellien que Solzhenitsyn avait particulièrement bien perçu lorsqu'il avait visité l'Occident. Donc, dressez-nous un petit peu le portrait de cette nouvelle constitution. Déjà, je voudrais souligner que le parti Russie Unie de Vladimir Poutine détient la majorité constitutionnelle au Parlement. Donc, les modifications constitutionnelles avaient déjà été votées par le Parlement. Mais Poutine a tenu à ce que le peuple russe s'engage sur ces modifications constitutionnelles. Nous, la dernière fois qu'on a modifié la Constitution, c'est notamment pour faire passer le mariage homosexuel ou tout ce genre d'absurdité. Et en plus, en France, quand les gens votent mal, on ne tient de toute façon pas compte du résultat du référendum. Et Dieu sait qu'on aurait bien aimé un référendum sur le mariage homosexuel en France. Donc, je pense que effectivement, les Occidentaux n'ont aucune leçon de démocratie à donner à la Russie. Ensuite, pour rapidement évacuer ce qui est reproché par les Occidentaux. Les Occidentaux se sont focalisés sur un aspect qui est que Vladimir Poutine aura le droit de se représenter en 2024 et en 2030. C'est-à-dire que il y a une remise à zéro, exactement comme après le référendum de Jacques Chirac pour le passage stupide d'ailleurs du septennat au quinquennat. Ça avait remis les compteurs à zéro. C'était aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles Chirac l'avait fait. C'est que, bon, s'il y avait pas ici Nicolas Sarkozy, il se serait bien vu en prendre pour 5 ans. Donc, le fait, dans une modification constitutionnelle de cette sorte, de remettre les compteurs à zéro n'est pas monstrueux. C'est arrivé ailleurs, y compris chez nous. C'est une première chose. Ensuite, ce que les Occidentaux n'ont pas vu, c'est que ce que Poutine met, c'est son héritage post-Poutine. C'est-à-dire que ce que Poutine met dans la Constitution, c'est ce qu'il veut qu'il reste de lui quand il sera parti. Et moi, je pense qu'il partira en 2024. Mais il a réussi un joli coup en mettant ça en enjeu, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont allés voter juste pour que Poutine puisse se représenter. J'ai des amis à moi qui pourtant sont pas des grands fans de Poutine, mais la grande peur des Russes, c'est la Russie post-Poutine.
Donc, il y a des gens qui sont allés voter, qui seraient pas allés voter parce que ça les intéresse pas, mais qui y sont allés en disant, ah bah, s'il y a une chance que Poutine soit encore candidat, j'y vais. Et il y en a qui sont allés voter parce qu'ils ne veulent pas que Poutine soit candidat. Et donc, ça fait augmenter le taux de participation, puisqu'on a une participation de 65%, tout à fait honorable, avec 76% d'adhésion parmi ceux qui ont voté. Donc, il y a ça. Et il y a aussi une chose, c'est que Poutine met fin à la guerre de succession. C'est-à-dire que en 2023, alors, à mon avis, mon scénario, en 2023, jusqu'en 2023, Poutine va subir les attaques des gauchistes, etc. Ils ont déjà commencé, ils ont montré le visage de Poutine vieilli en disant voilà le président qu'on aura en 2030, etc. Donc toutes les attaques contre Poutine, il va les prendre. Et en 2023, il va nous annoncer, à mon avis, le Premier ministre Mishustin sera le candidat de Russie unie en 2024. Voilà, donc c'est mon pronostic. Bon, je m'ajusterai, mais je prends le risque, voilà, de 4 ans avant. On note et on en reparlera en 2023. Voilà, moi je pense qu'il ne se représentera pas en 2024 et qu'il a fait un joli coup pour motiver les Russes de se déplacer dans ce référendum et aussi pour faire en sorte que son entourage ait autre chose à faire pendant 3 ans, 4 ans, que de préparer sa succession. Et c'est lui qui décidera qui sera le candidat qui lui succédera, et lui occupera une place. Il sera sénateur, mais c'est décidé que maintenant les anciens présidents sont sénateurs à vie, etc., etc. Donc voilà pour cet aspect, mais alors qui a focalisé les Occidentaux qui ne comprennent rien à la Russie, alors que c'est un aspect annexe à mon avis, comme je viens de vous l'expliquer. Ce qui est important, c'est l'héritage. Et dans cette constitution, il y a plusieurs volets. Il y a un volet social, il y a un volet sociétal ou anthropologique pour être plus précis, il y a un volet souverain, donc et un volet identitaire. En sachant que pour moi l'identité et l'anthropologique c'est lié. Donc le volet social, eh bien c'est tout simplement des mesures sociales que nous on aurait l'habitude de voir pas dans une loi constitutionnelle, mais que Poutine a tenu à mettre dedans, c'est-à-dire l'indexation des retraites et dans la Constitution, le fait que le salaire minimum ne peut être en dessous du minimum vital, et d'autres mesures, etc. Donc tout un engagement vis-à-vis de lois sociales. Les Gilets jaunes aimeraient certainement que ce genre de mesures soit dans la Constitution française. Et voilà. Donc, mais il faut aussi comprendre pourquoi les Russes ont voté à 76%. C'est pas parce que c'est des abrutis à de vodka, c'est que ce qu'on leur proposait, je vois en France, ils auraient voté pareil, honnêtement. Ensuite, vous avez un aspect identitaire. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je vais pas revenir dessus. C'est-à-dire que la Russie est un pays multinationaliste dans lequel le peuple russe a en gros une position fondatrice et la langue russe est la langue du pays. Bon, ce qui va de soi. Donc ça c'est l'aspect identitaire. L'aspect, on va dire anthropologique, familial, etc. C'est que Dieu est dans la Constitution. La foi en Dieu est écrite texto dans la Constitution. Et c'est aussi pour ça que en Occident, c'est mal passé. Faut quand même pas se le cacher. Donc Dieu est dans la Constitution, la foi en Dieu. Le mariage est celui d'un homme et d'une femme. Donc constitutionnellement, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait de nouveau qu'un chef d'État russe contrôle les 2/3 du Parlement ou fasse un référendum dans un pays qui est entre guillemets homophobe à 98%, sur un changement constitutionnel. Donc en gros, ça retire toute possibilité, à moins d'une révolution bolchevique numéro 2, il n'y a plus possibilité de mariage homosexuel en Russie. Il y a tout un aspect de l'importance de l'enfant dans l'obligation de l'État d'assurer son éducation, qu'il puisse être élevé dans des bonnes conditions, qui est très fort. Donc c'est vraiment une constitution. La constitution renforce la protection de l'enfant russe par rapport aux adoptions par des duos homosexuels occidentaux. C'est impossible. C'est déjà impossible. Dans les faits, c'est déjà impossible parce que faut déjà que vous obteniez la commission chez vous, mais après, il faut que vous passiez la commission russe. Et honnêtement, même une opération très bien effectuée sur de transformation, les Russes sont pas complètement idiots non plus. Donc ça va être très très compliqué. Donc je n'y crois pas. Il faudrait même être stupide pour se venir adopter ici, enfin, si vous avez que ça à faire. Donc tout ça est très positif. Alors qu'est-ce qui manque, puisque c'est là aussi la question.
Par rapport à par exemple, la constitution hongroise, moi j'aurais bien rajouté que la Russie reconnaît la vie de l'enfant dès sa conception. Hein. Et puis j'aurais également gravé dans le marbre constitutionnel l'interdiction de la GPA et autres sorcelleries contemporaines. Là on peut en parler 5 minutes. Sur l'avortement déjà. Donc on fêtera l'année prochaine les 100 ans de l'avortement en Russie. Donc c'est la première fois qu'un pays industrialisé, moderne, instaure l'avortement gratuit, laïque et obligatoire quasiment. Donc c'est arrivé par Lénine. C'est une loi bolchevique. Il faut bien le rappeler, tous ceux qui aiment bien critiquer la Russie parce que c'est l'héritier du bolchevisme. Bah oui, effectivement. Et ça, c'est l'avortement. La première loi sur l'avortement, ce sont les bolcheviks qui l'ont pris. Donc toutes les lois avortement sont héritières de ce bolchevisme. Ça, c'est une première chose. Cela dit, il y a un consensus général en Russie comme quoi l'avortement est une chose horrible, mais qui peut être nécessaire. C'est-à-dire que en France, on a tendance à vous expliquer que l'avortement, c'est peut-être le meilleur moment de la vie d'une femme. Mais, notamment, on voit beaucoup ça chez nos féminismes. C'est pas du tout le cas en Russie. Et par exemple, récemment, il y a eu un débat parce que l'Église orthodoxe est très active sur la question. Pas que, il y a maintenant de plus en plus des organismes laïques, notamment des Genshin Azagisme, les femmes pour la vie, que je connais un peu, donc qui sont très actives, alors, très trash. Hein, ça passerait pas leur dernière photo de flyer anti-avortement. C'était un ventre d'une femme percée comme un cratère après un tir d'obus, vous voyez. Donc, je veux dire le niveau de, bon, c'est la C'est pas de la communication light, hobby à la française. Oui, non, ça tourne pas autour du pot. Voilà. Donc, l'Église orthodoxe et des députés conservateurs ont demandé une restriction de l'avortement, etc., etc. Ils ont eu un refus du ministre de la Santé, donc qui est une femme, mais qui a dit bien sûr qu'il faut baisser le nombre de l'avortements, mais si jamais on l'interdit, ça va provoquer une crise sanitaire. Et, en gros, les gens vont jouer avec leurs aiguilles à tricoter, etc. On est bien d'accord qu'il faut baisser le nombre d'avortements, mais ça va se faire par l'aide aux femmes, etc., etc. Donc, même si la situation est loin d'être bonne, hein, je ne vais pas faire. Malgré tout, cette politique d'aide à la famille, etc., a eu des résultats quantitatifs. Poutine arrive au pouvoir, il y a 1 400 000 avortements par an, il y en a 2 fois moins aujourd'hui. Ça reste un génocide, hein, il n'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est un carnage. Cela dit, je pense qu'il y a de l'espoir, je pense qu'il faut que les mentalités évoluent. J'en ai parlé justement avec la présidente de cette association Genshin Azagisme, les femmes pour la vie. Et elle me disait, le problème, c'est la génération des babouchkas, des grands-mères. Parce que, en fait, l'avortement était tellement dans les mœurs à l'époque soviétique que la plupart des grands-mères se sont fait avorter. Voilà. Ah oui. Et donc, si aujourd'hui une jeune fille, par exemple, tombe enceinte hors mariage ou les finances sont pas dans un excellent état, etc., etc., et qu'elle veut garder son enfant, elle va être découragée par sa famille de le garder. Parce que, si vous voulez, c'est ce que nous expliquait, psychologiquement, c'est renvoyer à la grand-mère qui s'est fait avorter cet enfant qu'elle aurait pu avoir. Voilà. Donc elle nous a dit le véritable problème dont on doit se sortir, c'est la génération des babouchkas, voilà, des babouchkas de la fin de l'Union soviétique, en gros qui sont fait avorter. Bon, parce que même s'il y a eu beaucoup d'avortements aussi dans les années 90, 1 400 000, c'est quand même pas négligeable. Malgré tout, c'était pas, si vous voulez, la situation était tellement terrible économiquement, etc. Tout ça peut être mis sur le compte. Mais l'avortement est devenu une pratique banalisée, normale, mais comme dans tous les pays communistes, en Pologne, la Pologne a fait un chemin, je souhaite à la Russie d'ailleurs sur cette question-là. Qui est vraiment exceptionnel. Et donc voilà, il faut sortir l'avortement de la mentalité. Ça va prendre du temps. Et je pense que si ça continue comme ça, à terme, on aura un rejet de l'avortement par la majorité russe. J'ai demandé également à Natalia, je lui ai dit, mais quelle est l'approche des députés, des parlementaires russes, dont beaucoup sont des conservateurs. Et il m'a dit, ils regardent. Ils attendent de voir un déclic au sein de la population qui fait qu'ils pourraient chevaucher ce problème et en faire même un thème électoral, comme ça peut l'être aux États-Unis, comme ça le serait en France si on osait prendre le taureau par les cornes au lieu de se cacher, à mon avis. Hein.
Et donc voilà. Autre Mais sujet. on pense là par une politique nataliste? Oui, ah oui, ça, ce qui est clair, c'est que d'ailleurs, c'était dit ouvertement par le ministre de la ministre de, je sais plus ce qu'on dit en France maintenant, disons le ministre, le ministre de la Santé qui est une femme. Elle a dit clairement, elle a dit, le but c'est de vaincre l'avortement, mais sans l'interdire. Voilà. Et pour moi, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que on me disait même qu'il y avait des femmes russes qui allaient se faire avorter, qui le soir allaient mettre une bougie. C'est-à-dire que on se fait avorter parce que on voit pas comment on pourrait nourrir l'enfant, parce que la situation est catastrophique, etc. Mais en même temps, on a conscience que c'est pas ici les pro-avorteurs appellent ça une biomasse. Donc voilà, que c'est pas une biomasse, mais un petit être humain qui a plus de droits que. En fait, en Russie, on a conscience, même du côté de ceux qui avortent, de celles qui avortent, que l'avortement n'est pas quelque chose, n'est pas un acte positif, n'est pas un acte de simple liberté de la femme. Ah bah oui, moi ce qui m'avait frappé, j'avais vu une vidéo de Virginie Vota, non, je crois, quelque chose comme ça. Oui, une militante et qui s'en portait à juste titre parce que il y avait un magazine féminin qui disait comment s'habiller pour aller avorter, quelle série télévisée choisir pour pendant que ça passe. Donc ça vous l'aurez jamais en Russie, ça. Cette espèce de nihilisme absolu. On y échappe et je pense qu'on est, comme disait Gide, la Russie suit sa pente en la remontant. Voilà. Sur cette question-là. De même sur la GPA, qui est souvent un sujet abordé par les militants catholiques et nationalistes en France. D'autant plus qu'il y a eu un scandale il y a une semaine parce que, donc la GPA est apparue sans être autorisée dans les années 90. Donc ça a donné lieu à des trafics, puisque en plus la femme russe ou la femme ukrainienne, puisque c'est aujourd'hui maintenant, mais généralement on fait rarement ça par amour de gens humains, c'est souvent pour de l'argent. Et donc aujourd'hui, comme la Russie est moins pauvre qu'avant, généralement on importe des femmes de pays pauvres, donc des Ukrainiennes. Et là il y a eu un scandale justement avec une malheureuse Ukrainienne, puisque il y avait du véritable trafic dans des étrangers qui venaient se faire fabriquer un enfant, comme le directeur de BFM TV, Olivier Fogiel, et donc qui venait se faire fabriquer un enfant dans le ventre d'une malheureuse. Et d'après, j'ai pas trop suivi, mais je crois que certains sont morts. Enfin, c'était un véritable trafic assez ignoble. Donc ça, je pense que ça peut être des choses qui peuvent réveiller les consciences, parce que quand Vladimir Poutine est arrivé, il l'a pas interdit, pour différentes raisons que je vais vous expliquer, mais il est extrêmement limité. C'est-à-dire que, en gros, il faut que la personne qui porte l'enfant soit proche, l'argent qui est donné est limité, et surtout la personne qui porte l'enfant peut le garder. Si jamais au moment de l'accouchement. Donc, c'est pour ça aussi que les cliniques ici qui font de la GPA, ils vont chercher des femmes pauvres dans les pays voisins, parce que le risque est énorme pour vous imaginez si la maman des petites jumelles d'Olivier Fogiel avait décidé de les garder, ce qui à mon avis aurait été salutaire. Et ben voilà, voilà, on aurait plus le droit à la une de Paris Match, je crois, avec ce sujet-là. Donc ici c'est pas. Donc c'est la GPA est extrêmement encadrée, mais les cliniques font ce qu'elles veulent. En réalité c'est ça. Et la réalité, donc pourquoi, c'est qu'il y a un énorme lobby. Et il y a un défaut des élites russes, c'est le scientisme. Ce que je vous disais sur le QR code. On le retrouve également dans ce domaine-là, dans le domaine de la natalité. C'est-à-dire que le problème démographique est un problème moral, c'est un problème de pauvreté, etc. Mais c'est aussi un problème scientifique. Et donc, on va le régler à coup de science. Et la GPA est un progrès scientifique comme un autre. Et à côté de ça, vous voyez dans certaines... un peu du soviétisme, ça. Exactement. Tout va être réglé par la science. C'est un atavisme soviétique qui dure encore. Et par exemple, vous voyez quelqu'un qu'on connaît pas forcément en France, mais vous connaissez Spoutnik, donc voilà, le grand patron donc de cet organe de communication, donc qui concerne à la fois des médias à l'extérieur de la Russie et des médias en Russie, notamment la première chaîne d'information, Russia 24, s'appelle Kisseliev, Dmitri Kisseliev. Il a une émission très bien faite tous les dimanches avec d'abord différents thèmes. Et dans une de ces thèmes, il a défendu bec et ongle contre l'Église orthodoxe, la GPA. Par ça en disant au nom du droit des gens, après tout, et une espèce de discours libertaire en disant si jamais on est entre adultes consentants,
Pourquoi pas le faire? Et l'Église catholique devrait pas penser, l'Église pardon orthodoxe, c'est la même chose. Moi, je suis invité sur la KTO russe. Alors c'est KTO musclé, hein, de KTO orthodoxe. Je peux vous dire que là, entre orthodoxe et catholique sur ces questions-là, c'est le filio queer rentre pas en. On est bien d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Et une fois, il y avait même un moufti. On était pareil, tout le monde était dans une espèce de. Tout le monde était l'unité des forces de la famille. Voilà, exactement. Et donc lui défendait ça, pareil, au nom, parce que que les parents qui peuvent pas avoir d'enfants, il y a le droit d'en avoir, etc., etc. Et puis parce que c'est cette espèce de scientisme. Donc voilà. Et donc il y a un gros lobby parce que c'est énormément d'argent. Je crois que c'est 40 000 euros une GPA. Donc à Moscou, vous avez un petit appartement à 40 000 euros. Donc en fait, c'est énormément d'argent en jeu. Mais il y a des gens qui militent. Il y a le député que je connais bien de Saint-Pétersbourg, donc qui est à l'origine de la loi contre la propagande homosexuelle. Parce que là, en revanche, dans ce domaine-là, dans la lutte contre l'homosexualisme, la Russie est largement est un parti leader, puisque la Gay Pride est interdite et toute forme de propagande homosexuelle sur les mineurs est interdite. Et comme Poutine l'a récemment rappelé, en disant vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas que les enfants soient au courant de vos turpitudes. En gros, c'est ce qu'il dit. Il y a déjà eu des condamnations? Oui, par exemple, si jamais vous faites une Gay Pride aux heures de grande écoute, alors Gay Pride, généralement, c'est 10 personnes, et la police arrive rapidement pour les empêcher de se faire tabasser par les passants. En fait. Le problème est vite résolu. Vite résolu. Donc les Gay Pride déjà ne sont pas autorisés. Et donc, si vous faites une Gay Pride, c'est considéré comme de la propagande homosexuelle vis-à-vis des mineurs, puisque en gros, vous pouvez parler de ces questions-là après 22 heures, si je me souviens bien. Donc, en gros, vous pouvez faire une Gay Pride. Non, vous pouvez pas parce qu'il faut l'autorisation de manifester. Donc, non, vous pouvez pas faire de Gay Pride. Et donc, je crois qu'il y a eu quelques condamnations, mais vous savez, l'homosexualisme en France est arrivé par la force. L'État l'a imposé. La population russe, elle est comme la population française des années 60-70. Si vous aviez, à moins que ce soit à moins d'être un travesti, ou auquel cas, bon, c'est son spectacle. Donc, bon. Mais en gros, si vous aviez des gens comme ça qui militent dans la rue, ce serait fait taper dessus, comme ils se feraient taper dessus en Serbie, comme ils se feraient taper dessus en Russie, voilà. Et le problème est inverse, c'est-à-dire que dans ces pays-là, notamment les pays d'Europe de l'Est, si jamais il y a une Gay Pride et que les policiers sont pas là, c'est les homosexualistes qui vont se faire tabasser. Donc voilà. Et de toute manière, il y a un rejet, je dirais, vraiment massif. Naturel intrinsèque. Quand Vladimir Poutine en parle, on sent poindre le dégoût. Hein. C'est vraiment, il avait fait notamment au Club Waldai en disant vous adorez le diable. On est loin de l'attitude de Macron lorsqu'il est en visite auprès de jeunes effets africains. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et vous voyez d'ailleurs, quand il en parlait, il a parlé quand même à un moment au Forum Waldai de l'Occident qui adorait le diable au lieu d'adorer Dieu. La défense les partis pédophiles dans les pays scandinaves, etc. C'est des questions qui sont sacrées. Et aujourd'hui, il y a encore une fois, désormais, le Dieu rentre au cœur de la Constitution, il est au cœur de la société, notamment l'armée. L'armée retrouve sa fonction, je dirais, impériale, sa fonction morale, c'est notamment avec cette construction de cette cathédrale gigantesque que mon ami Fabrice Sorlin, que nous connaissons, a visité il n'y a pas longtemps. Il a envoyé de très belles photos, c'est assez monumental. C'est une espèce de comment dirais-je, archéofuturisme, pour reprendre des termes. C'est-à-dire qu'à la fois, l'armée russe est de nouveau inspirée par sa foi en Dieu, qui irrigue justement ses veines, et en même temps, c'est l'orientation vers la haute technologie, voilà. La Russie est un peu à la croisée des chemins par rapport à ça, et donc garder les bons côtés de la technologie comme de la numérisation, et ne pas faire des choses parce qu'on peut les faire, comme le QR code pour nous fliquer, ou la GPA, parce qu'il y a des tas d'autres moyens d'avoir des enfants quand on peut pas en avoir, à commencer par l'adoption, qui est assez facile en Russie, donc pour les gens normaux. Et donc voilà, donc c'est
voilà, mais je crois que les choses vont très vite. Hein. La Russie a parcouru en 20 ans en 20 ans de poutinisme, la Russie a parcouru un parcours extraordinaire, même au regard de son histoire millénaire. Ce qui s'est passé, c'est quand même exceptionnel. Et donc, quelquefois, il faut être un peu patient. Et voilà. C'est le message que vous voulez transmettre au public conservateur, catholique et patriote français, c'est que finalement, les choses, même si elles ne sont pas parfaites, on est bien d'accord, Poutine n'est pas Saint-Louis, mais c'est quand même loin d'être Macron et compagnie. Comme Jacques Bainville disait, tout a toujours très mal marché. Oui. Je dirais, en Russie, tout marche très mal, mais beaucoup mieux qu'ailleurs. Mais alors, il faudra pas couper parce que non, en Russie, réellement, on sent d'ailleurs le dynamisme, hein, l'avenir. Là, la vie a repris. Et finalement, la Russie redécolle. J'étais assez pessimiste sur le redémarrage économique. Bon, on n'a pas encore trop vu arriver l'addition, mais globalement, je suis assez optimiste et les fondamentaux ne sont pas touchés. En revanche, si jamais on nous fait le Covid-21, le Covid-22, le Covid-23, là, il faudra pas que la Russie referme le pays comme elle l'a fait. Elle a montré qu'elle avait un système sanitaire digne de ce nom, qui lui permettait de tenir un choc épidémiologique. Maintenant, il faut l'utiliser et le faire à l'allemande, à la suédoise. Je pense qu'à terme, quand on va faire les comptes à la fin de l'année, on verra qu'il y a pas plus de morts en Suède que l'année dernière, qu'il y en a peut-être eu moins en Russie que l'année dernière, et pas plus en Allemagne. Une dernière question, Xavier, justement, qui clôture notre entretien, mais qui est directement liée à cela. Quelle est l'attitude de Vladimir Poutine et des autorités russes en général par rapport à l'OMS? Et justement, on a eu l'impression quand même que l'OMS était devenu un outil de Bill Gates et de sa fondation. Alors, oui. Alors, je pense qu'une des raisons justement de la spirale de panique qui s'est emparée des élites essentiellement moscovites, c'est le fait qu'ils ont suivi les recommandations de l'OMS de manière absolue. En échange de quoi, à un moment où l'OMS était remise en cause par Donald Trump, désormais par Bolsonaro, eh bien, l'OMS a donné des satisfecit à la Russie tout au long de la gestion de la crise. Sauf là, en ce moment, un peu moins, parce que justement, la Russie ne croit pas à la deuxième vague. Ça, c'est officiel, hein, encore une fois. Le maire de Moscou, qui était le plus paniquard d'entre eux, là, ça fait 15 fois qu'il répète qu'il n'y aura pas de retour à l'isolement au mois de septembre, que Moscou est dans une excellente situation et qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais en revanche, l'OMS a donné des satisfecit, a dit que les chiffres russes, contrairement à ce qui avait été dit dans les médias occidentaux, n'étaient pas truqués. On est même dans la situation inverse. Aujourd'hui, la Russie, pour maintenir un minimum de morts, pour continuer à faire peur aux gens, entre guillemets, maintenant ils mettent même les gens qui meurent d'une infection pulmonaire qui n'est pas liée au Covid, mais qui ont le Covid. Et même parmi la liste des morts qui a été donnée, je regardais, s'il y a ne serait-ce qu'un soupçon, si le Covid n'a pas été détecté, mais qu'on soupçonne qu'il y a un Covid, bing, on met ça parmi les morts. Donc, et c'est pareil, les tests russes n'ont pas comme défaut de ne pas détecter le Covid, mais de le détecter alors qu'il n'est pas là, puisque le seul qui lui a fait un reproche vrai, c'était le président biélorusse. Il a dit, je préfère les tests chinois parce que avec les tests russes, il y a des gens qui l'ont, alors qu'avec les tests chinois, ils l'ont pas. Donc, ça, mine de rien, et je pense qu'il y a eu aussi une guerre de communication sur la question du Covid, la Russie a suivi l'OMS et a bénéficié du coup de la garantie en disant, c'est pour ça que tous ceux qui disent non, les Russes mentent sur les chiffres, pourquoi l'OMS les soutient? Ou alors l'OMS ment. Et dans ce cas, si l'OMS ment sur la Russie, pourquoi est-ce qu'il mentirait pas sur des tas d'autres sujets? Voilà. Et enfin, en ultime conclusion, on peut dire que pour le gauchisme russe, le Covid est une catastrophe. Ce sont eux, comme je vous l'ai dit, qui ont poussé à la panique, qui ont expliqué que la Russie était mal préparée, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est le contre-exemple parfait. Donc, je pense que pour le gauchisme russe, puisque comme aux États-Unis, comme au Brésil, les panicards sont à gauche, hein, c'est comme ça, comme souvent. Et donc, pour le gauchisme russe, pour Alexei Navalny notamment, c'est une véritable catastrophe. La victoire sanitaire des Russes sur le Covid et bientôt économique est une véritable catastrophe. Merci Xavier pour cet entretien en toute franchise. Merci de nous avoir permis de partager une autre vision de la Russie. À bientôt. À très bientôt.